C'est pour prendre des photos, tu vois. Ah. Tu penses à rien, hein? Hein? Tu penses à rien si tu ne l'as pas pris. Regarde la belle pièce d'eau là. Tu veux le mien? Eh, c'est mieux que Versailles. Il va où lui? On va voir les... Il va arriver là. Il est où? Ouais, je l'avais mis dans le sac. Ouais. C'est chouette, hein? Au mois d'octobre. Tiens, là je le voyais pas là. Je le cherchais au fond, moi il était devant. Faut pas passer, faut pas passer. S'il y a des barrières, c'est que c'est pas pour rien. C'est la voûte qui est en train de se casser la gueule, là, ils ont bien été. Ils ont refait tout ça. Ça se voit tout ça qui est refait. Ils avancent comme ça là. Tac, tac. Il faut l'attaquer. Voilà. Il faut sortir les pigeons. Pas les tuer. Ils sont mortes. Qu'est-ce que tu dis? Quand ils sont morts, ils sont morts les pigeons. Ah oui, oui, quand ils sont morts, ils sont morts. Ouais. Allez, là. Bonjour à tous, on vous souhaite la bienvenue au château. Avant de survoler nos oiseaux, nous allons parler un tout petit peu de l'histoire de la fauconnerie. C'est un art très ancien qui date d'à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ et on suppose qu'il serait né en Asie, notamment sur les plateaux de l'Altaï. La fauconnerie arrivera ensuite en France en l'an 400, mais ne se développera réellement qu'à partir de l'an 600. Et autrefois, vous devez sûrement le savoir, c'était un privilège que seuls les rois de Harris, originaire du sud des États-Unis. Celui-ci étant particulièrement familier, nous allons proposer à quelques personnes parmi vous de l'approcher d'un petit peu plus près. Pour cela, nous allons passer pour vous demander votre main gauche. Ma collègue va donc choisir des volontaires de son côté. Je vais voir du mien s'il y a des courageux ou des courageuses et je vais commencer par ici. Alors, qui sera mon premier volontaire? Le gant se placera donc ici de la main gauche. Ce n'est pas parce que nous sommes gauchers, mais au contraire, parce que nous sommes droitiers. Nous avons en fait besoin de notre main droite, soit pour distribuer les récompenses à l'oiseau, ou pour le manipuler si c'est nécessaire. Un gaucher prendre notre gant de la main droite. Comme ici nous sommes tous les deux droitiers, tout le monde devra mettre sa main gauche dans le gant, même les gauchers. Et tous ceux qui le porteront
pourront s'apercevoir qu'il est très léger. Il ne pèse en effet. Le buste de Harris pèsera près d'1 kilo. Stop, s'il vous plaît. Alors, ce que je viens de dire est valable pour tous les rapaces, sauf pour les vautours, hein, où mâles et femelles sont de même taille. His weight is 700 grams, and male are always smaller than female. Tail, you can see a transmitter that enables us to locate the bird when it's in flight. It is always rewarded with something to eat on its return. Et à chaque fois qu'ils font leur travail, ils sont récompensés, bien sûr. Chaque jour, ils le seront avec du poulet cru. Et ce sera la même alimentation pour chacun des oiseaux qui évoluera sur la pelouse. When birds come back on the glove, they always have a piece of meat. Most of the time, it's chicken. Parlons un peu du matériel à présent. À ses pattes, vous avez observé de l'animation. On peut même localiser notre oiseau jusqu'à peu près 200 mètres. Mais aujourd'hui, il y a un matériel un petit peu plus performant. C'est la petite antenne dans le dos, évidemment. L'oiseau se fait pousser, hein, au lieu de se faire porter. On tente comme ça, on va bien voir. Oui, c'est réussi. Une récompense qu'évidemment, ils s'empressent d'aller déguster. Alors cet émetteur dont je vous ai parlé à l'instant, eh bien, c'est un objet que nous plaçons sur la queue de l'oiseau avant de voler, que nous retirons de suite après. En fait, il s'agit d'un tout simple système d'agrafe qui ne sert à pour évidemment aucune misère. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à la caresser, hein. Elle est absolument inoffensive. Malgré des canines très développées, puisque c'est un carnivore, eh bien, cannelle ne mord pas les mains. En fait, elle n'a qu'un tout petit défaut, une odeur pas forcément très agréable. Vous avez de la chance, c'est une femelle. Elle sent donc un peu moins fort que les mâles. Eux, évidemment, doivent marquer leur territoire. The ferret is a domestic animal that does not bite. Its principal role is to chase the rabbits out of their burrows, allowing the raptor to swiftly launch its attack. On va noter deux petits détails chez cet animal. Le premier, c'est qu'il ne vit pas à l'état sauvage. Le furet est uniquement domestique, en tout cas en Europe. Et lorsque nous chassons posés au sol, dans un moment, il devrait sentir une bonne odeur de lapin, à moins qu'elle décide de se laver dans l'herbe. Voilà, c'est parti. Elle remonte la piste. Elle passe à travers des buissons, des broussailles, parfois de gros ronciers. Au bout de l'odeur, elle finira par découvrir un terrier. Mais avant de partir au travail, elle n'oubliera jamais de réclamer à son tour sa récompense. Le furet, je vous l'ai dit, est un carnivore, alors elle aussi repart avec son petit morceau de poulet. Vous ne l'avez pas vu, mais c'est parti. Le furet s'est engagé dans le terrier que la fauconnière rebouche aussitôt, chose que l'on ne fait bien sûr jamais quand on chasse réellement. Là, vous l'avez compris, si le furet sortait avant le lapin, c'est notre oiseau qui en ferait son repas. À présent, nous allons tous nous imaginer sur le terrain de chasse. Le furet est en train de faire son travail, il reconnaît la future victime à l'intérieur du labyrinthe. Je vais maintenant aller placer cet oiseau un peu plus loin, en hauteur, pour qu'il voit bien tout ce qui se passe sur son terrain de chasse. Au moindre mouvement sur la pelouse, il déclenchera son attaque. Je m'éloigne un peu, normalement ça devrait se dérouler juste ici sous vos yeux. Il faut juste rester un peu vigilant parce que tout dépend de la direction que prend le lapin s'échappant. Ça y est, l'oiseau maintenant, vous le voyez, domine parfaitement son territoire. Il attend donc le moindre mouvement sur la pelouse. Et regardez ce beau lapin qui s'est échappé. L'oiseau a déclenché son attaque au ras du sol. Mais quelle jolie capture à laquelle vous avez assisté. Il y en a qui ont eu peur. Il est puissant, qui vit sur le continent africain. It's a young female Virus Eagle. Pour nous, il est toujours un peu plus compliqué de dresser un rapace nocturne. Tout simplement parce que là où ils vivent, vous le savez, c'est un monde de silence qui est la nuit. Ici, en plein jour, ils sont assez souvent perturbés, soit par les bruits ou les mouvements. C'est ce qui fait que nous mettons toujours un petit peu plus de temps pour dresser un rapace nocturne plutôt qu'un diurne. On va malgré tout lui demander de faire son petit travail quotidien. Sur sa tête, on les a relevés, on y voit deux petites touffes de plumes que l'on appelle des aigrettes, qu'il ne faut surtout pas confondre avec les oreilles, car les oreilles sont placées exactement comme chez nous, de chaque côté de la tête. On ne les verra pas évidemment, puisqu'elles sont sous les plumes. Et ces aigrettes, on pense qu'elles n'ont pas de fonction particulière, peut-être le camouflage, le long des troncs, ou encore pour la parade nuptiale, mais à nous, elles vont surtout nous servir dans les ruines, les granges, les greniers, très souvent également dans les anciens pigeonniers. Barn owl, or otherwise known as common barn owl, is the most widely distributed species of the owl, spreading over 5 continents. This nocturnal bird of prey is regularly seen around as it lives near homes on farmland and even in the city. Its flight is extremely quiet, their face characteristically white and heart-shaped in most species. This owl does not hoot but utters an eerie, drawn-out shriek. Et lorsque nous la croisons,
La plupart du temps, bien sûr, c'est la nuit, perché sur un fil électrique ou encore un piquet de clôture en bordure de route. Tout simplement parce que les abords des routes sont très fréquentés par les micro-mammifères. C'est ce qui va donc composer son régime alimentaire, c'est-à-dire les mulots, les musaraignes et les campagnes. Il faut savoir que les rapaces, et en particulier les rapaces nocturnes, n'aiment pas du tout se retrouver au sol. Tout simplement parce qu'ils y sont vulnérables. Eux-mêmes risquent de s'y faire manger. Pourtant, celui-ci a persisté. Et en Afrique, il ne sera pas rare de trouver cet oiseau posé au bord des routes ou des pistes pour essayer de capturer les lézards et les serpents qui se réchauffent au soleil. Ça court vite, il va donc devoir faire de même. Courir le plus vite possible s'il veut avoir une chance de le rattraper. Et c'est parti. Et s'il le faut, il peut aussi céder de ses ailes pour aller encore un tout petit peu plus vite. Pourtant, on aura bien compris qu'il ne fournit pas d'énorme effort. Hein. En fait, il sait très bien que quoi qu'il arrive, il aura toujours droit à sa récompense à la fin de la nature, évidemment. S'il veut survivre, il faudra faire beaucoup. On ne les voit que très peu, uniquement parce qu'ils sont très discrets. En plein jour, les rapaces nocturnes voient de 3 à 5 fois mieux que nous. La nuit, de 30 à 100 fois mieux que nous. Ils n'ont donc aucun problème de vision, même en plein jour. Malgré tout, il y a une petite déficience, c'est à quelques centimètres du bec. Les rapaces nocturnes voient flou, c'est la raison pour laquelle ils ont tous, de chaque côté du bec, plein de petits poils. Ces poils s'appellent des vibrisses. Elles leur donnent un sens tactile pour amener leur nourriture de leur cerf jusqu'à leur bec. Mais il n'y a pas que les oiseaux qui possèdent des vibrisses. Certains mammifères en ont également, notamment un que vous connaissez très bien. Les rapaces nocturnes ont les yeux fixes, ils ne peuvent pas les tourner de droite à gauche, ni de haut en bas. Allez, on y va? Oh. Attention Théo. Oh, il va passer au-dessus, ne vous inquiétez pas. Allez. Oh, allez bien. Allez, tu peux le faire. Ouais, c'était dur, mais on y est arrivé. Alors si ici je vous parle d'un hibou petit duc africain, une femelle de pigargue à tête blanche qui a maintenant 10 ans. Elle pèse 6 kg pour une envergure de 2,20 m. It's a female bald eagle. On la voit donc arborant une jolie tête blanche, mais lorsqu'elle est arrivée ici, il y a donc de cela 10 ans, elle était totalement... Il ingérait les animaux tués par le plomb, il mourait tout simplement de saturnisme. Il y a donc eu aux États-Unis une très grosse campagne de protection en ce qui le concerne, c'est-à-dire que le plomb a été définitivement interdit. Voici du pigargue à queue blanche, un oiseau malheureusement beaucoup plus rare que celui-ci, dû aux espaces beaucoup plus vastes aux États-Unis qu'ici en Europe. Elle est rentrée chez elle, par exemple, jusque sur le terrain de chasse, dans l'obscurité complète, afin qu'il ne s'agite pas, par conséquent, qu'il ne s'essouffle pas avant de chasser. Sinon, il risquerait bien sûr de manquer sa proie. It's a Sacred Falcon, come from west of Flushing. C'est ce qui lui permettra d'atteindre ces fameuses vitesses, pouvant aller de 250 à 300 km/h, comme par exemple pour le faucon pèlerin. Évidemment, ici, ça devrait aller beaucoup moins vite. On va néanmoins vous proposer l'exercice du leurre. Le leurre, je vais vous le montrer dans un petit instant. C'est un tout simple croissant en cuir sur lequel il y a la récompense. Pour l'oiseau, ça représentera une proie que je ferai tourner pour exciter son attention, provoquer quelques attaques à la fin de l'exercice. Observez son vol et vous allez surtout essayer de ne pas trop le perdre de vue. Suivez-le bien des yeux et vous allez vous apercevoir qu'à chaque fois, sur le vent, eh bien cet oiseau tentera de prendre le maximum de hauteur pour qu'en redescendant, il ait forcément le maximum de vitesse. Tout ça ne sera que dans un seul but, celui de toucher ce leurre. Il sait très bien que s'il le touche avant la fin de l'exercice, il l'a gagné. Avec la récompense qui va avec, évidemment, hein, puisque vous avez tous compris qu'il ne travaillerait pas pour rien. Alors, son intérêt à chaque fois.